le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors on évoque souvent les douleurs durant les rapports sexuels, mais on parle plutôt des douleurs des femmes. Et il est vrai qu'on a tendance à croire que chez les hommes, c'est toujours du plaisir et jamais de petits soucis. Et oui, mais pourtant l'homme est également sujet à des douleurs lors des relations sexuelles. Et comme je dis souvent, une douleur, c'est jamais anodin. Elle est un signal qu'il faut entendre. Et c'est en compagnie de Eric Allaire que nous allons vous aider à comprendre vos maux du corps. Alors que ce soit avant, pendant ou après un rapport, que ce soit au niveau de la verge, des testicules ou ailleurs, eh bien n'hésitez pas à venir témoigner. On pourra également durant ces 2 heures vous expliquer comment fonctionne la sexualité masculine et pourquoi justement parfois ça fonctionne un peu moins bien, et je suis sûre que ça intéresse aussi beaucoup les femmes. En tout cas, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour témoigner ou poser vos questions, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Eric Allaire. Bonjour Brigitte Lahaie. Vous êtes professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire. Vous avez écrit un livre justement sur le pénis, guide de l'impatience. C'est aux éditions Bookelis. Et alors aujourd'hui, on va parler des maux des hommes au niveau de leurs organes génitaux. Et alors on va commencer peut-être par ce qui fait le plus peur, la fameuse fracture de la verge. Pourtant, il n'y a pas d'os dedans. Mais oui, l'homme est l'un des rares animaux, mammifères en tout cas, mammifères, à ne pas avoir d'os pénien, ce qui lui cause beaucoup de joie et d'inquiétude. Parce que l'érection n'est pas quelque chose de donné par un corps rigide permanent. La fracture de la verge, alors le terme de fracture peut sembler un peu exagéré tout de même, puisqu'il n'y a pas d'os, oui, non, Brigitte, oui. Bon. Mais en fait cela renvoie au fait qu'il s'agit d'une déchirure de l'enveloppe des corps caverneux. Les corps caverneux sont les 2 cylindres qui constituent la partie interne, qui se rigidifie. Et qui se rigidifie, oui, comme des éponges qui se gorgent de sang et qui font qui donnent la rigidité de la verge. Absolument. Et donc cette enveloppe de chacun des corps caverneux, alors à l'intérieur, il y a un tissu qui ressemble un petit peu à une éponge qui s'appelle le tissu érectile, et ceci est entouré de cette enveloppe, l'albuginée. Alors à quoi sert-elle ? Quand le sang arrive pour que la pression monte, il ne faut pas que le volume puisse augmenter indéfiniment. D'abord, ce ne serait pas très pratique, et il n'y aurait pas de solidité, de rigidité de l'érection. Trop, c'est trop, on est d'accord. Trop serait bien excessif. Et donc, c'est la fonction de cette enveloppe que de contenir la pression. Mais cette pression, elle est importante, donc il faut, pour la contenir, quelque chose d'assez épais, qui fait à peu près 1,5, 1,8 mm d'épaisseur, d'un tissu qui ressemble un petit peu à une sorte de chewing-gum un petit peu rigide. Et donc c'est solide. Eh bien, qu'est-ce que la fracture du pénis ? C'est l'éclatement traumatique de cette enveloppe, en général par ce qu'on appelle une fausse route. Alors on imagine bien de quoi il s'agit. Oui, c'est-à-dire ça peut être aussi quand dans un rapport sexuel, si par exemple c'est dans une position un peu instable, si madame se casse la figure, elle peut à ce moment-là provoquer la fracture de la verge. C'est vraiment la fausse route, c'est-à-dire que... Et ça fait très très mal, j'imagine. Alors ça fait mal, en général on entend crac. Ah quand même. Oui, les patients le décrivent précisément. Tout de suite, le pénis peut ressembler à une aubergine, au sens coloré du terme. Alors c'est pas en soi, c'est pas. Mais il faut aller tout de suite aux urgences. Oui, il faut aller aux urgences parce que le traitement en urgence, c'est de recoudre l'albuginée. Alors sont mes collègues urologues qui sont vraiment les savants pour faire ça, mais dans tout le service d'accueil d'urgence, il y a des urologues qualifiés pour faire cette réparation de l'albuginée. Je ris, mais c'est pas drôle, mais c'est vrai que j'imagine l'homme qui arrive aux urgences. C'est vrai que ça doit être pas spécialement drôle, évidemment. Non, bon, en même temps, il y a sûrement pire qui puisse arriver dans la vie. Tout ça se répare. Évidemment. Alors, tout cela se répare. Ça arrive souvent ou pas ? Oh, c'est pas rare, c'est pas. Oui, c'est je dirais que c'est probablement 1, 2, 3% des hommes ont été exposés à des degrés divers de ça. Oui, entre la petite douleur qui passe jusqu'à la fracture avec le pénis couleur aubergine et gonflé.
D'accord, donc ça c'est déjà quelque chose de assez fréquent quand même. Hein. Alors il y a d'autres choses. Il y a des douleurs au niveau des testicules, par exemple, qui sont aussi alarmantes, non ? Oui, alors toute douleur, et comme vous l'avez dit en introduction, est une alerte. Effectivement, hein, notre corps a cette alerte qui est la douleur. Et au fond, la fonction de la douleur, c'est précisément d'informer que quelque chose ne fonctionne pas bien, quelle qu'en soit à nouveau la cause. Alors, les douleurs en dehors du pénis, les douleurs du pénis peuvent être multiples au-delà de la fracture. Peut-être en parlerons-nous tout à l'heure, mais ces douleurs peuvent survenir évidemment au niveau du testicule, au niveau de la prostate. Hein, il y a une maladie qui s'appelle la prostatite, avec 2 formes bien distinctes. La prostatite, alors prostatite c'est essentiellement infectieux. La prostatite aiguë, qui est une urgence, qui doit, en général, qui s'accompagne de fièvre et qui doit faire consulter immédiatement, qui nécessite assez souvent une hospitalisation pour des perfusions d'antibiotiques, ça c'est une chose. Il y a les formes chroniques, où là, il existe des pesanteurs au niveau du périnée qui peuvent s'accompagner de douleurs lors d'émictions, lorsque l'on fait pipi, ou lors des érections, ou lors des éjaculations, après des constipations, des choses comme ça. Donc c'est un cortège assez complexe, des diagnostics qui ne sont pas toujours faciles, et à nouveau ce sont mes collègues urologues qui sont vraiment ceux qui sont en charge de ces problèmes-là. Donc des problèmes diagnostiques pas toujours très très simples parce qu'on ne retrouve pas toujours le germe, et des traitements qui peuvent être longs et ressentis pour cette forme chronique comme quelque chose d'un peu embêtant et qui gâche un peu la vie des hommes pendant plusieurs mois éventuellement. Et alors ce qui inquiète aussi souvent beaucoup les hommes, c'est lorsqu'il y a du sang au moment d'uriner. Oui, alors il y a absolument, ça s'appelle une hématurie. Il y a aussi l'hémospermie, là c'est du sang dans le sperme. Là aussi c'est une alerte, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose de très très grave, hein. Ça veut dire qu'il faut consulter. Alors justement, est-ce qu'une fois un peu de sang dans l'urine, ça vaut le coup d'aller consulter, ou est-ce qu'il faut y aller si ça se répète ? Moi, je pense que, en tout cas, après 40 ans, il faut toujours consulter parce que ça peut être une petite tumeur urinaire qui peut tout à fait se régler rapidement si on en fait le diagnostic de cause rapidement. Donc, je pense que non, il vaut mieux consulter, demander conseil à son médecin traitant. Dès qu'on voit un peu de sang dans... Oui. D'accord. Oui. Parce que parfois, ça peut être juste un petit vaisseau qui a craqué. Ça peut, mais ça peut être autre chose. Mais ça peut être plus grave, d'accord. Il faut le savoir. Et puis, l'hémospermie également inquiète beaucoup. C'est très spectaculaire. Là aussi, une consultation est nécessaire. Donc, à part tout ça, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Alors, il y a la fameuse maladie de la Peyronie. Justement, je crois que Sébastien, que nous avions eu la semaine dernière en fin d'émission, va être avec nous dans un instant. Donc, peut-être qu'on va... Nous développons à ce moment. On va développer avec lui dans un instant, justement. Il y a juste, je vous en prie, 30 secondes, les problèmes de prépuce qui peuvent faire mal. Oui, bien sûr. Il y a le phimosis, évidemment. le paraphimosis, qui occupe beaucoup de petits garçons. En général, ça se remet tout seul. On fait des manœuvres dans le bain pour bien apprendre à rétracter le prépuce, enlever des adhérences graduellement. Ça, ce sont les médecins traitants, les pédiatres qui accompagnent les parents dans ces manœuvres. Et puis, il y a des stades chirurgicaux qui peuvent nécessiter l'ablation du prépuce, la postectomie en médecine, et puis la circoncision quand on y associe un versant religieux. Et puis, il y a aussi les freins trop courts. Alors, le frein relie la base du gland au prépuce, et il est parfois court, et ça peut faire mal lors des érections. Ça, c'est typique de l'adolescent qui a des érections douloureuses. Exactement. Et puis il y a évidemment les infections sexuellement transmissibles qui peuvent provoquer aussi des douleurs. Bien sûr. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour, et puis on verra bien en fonction de ceux qui nous appellent ce qu'on peut en dire de plus. Donc n'hésitez pas, Sud Radio 0826 300 300. Dans un instant, on retrouve Sébastien.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Eric Haller, spécialiste, si je puis dire, du pénis, Eric Haller. Et justement, Sébastien, vous nous aviez appelé la semaine dernière, je crois que c'était avec Bruno Martin, qui lui n'était pas spécialiste du pénis. Et vous allez pouvoir expliquer votre cas, Sébastien, à Eric Haller, qui vous écoute. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Alors oui, je vous explique mon problème. J'ai une maladie de la péronie qui a été diagnostiquée il y a à peu près 2 ans. Et voilà, moi je m'interrogeais, j'ai plein de questions, à savoir notamment si ça pouvait avoir une répercussion sur le système vasculaire, puisque vous êtes un spécialiste dans ce domaine. Sachant que moi, ça a débuté avec une perte de volume, des douleurs assez importantes au niveau des corps caverneux, qui m'ont amené à consulter d'abord mon médecin traitant, puis qui m'a orienté vers un urologue. Et ça a été assez difficile à diagnostiquer. Actuellement, le médecin qui me suit ne se prononce pas en faveur d'une guérison, puisque c'est une plaque qui fait à peu près 5 cm de longueur, 2 cm de largeur, 5 mm d'épaisseur. C'est ce qu'il a réussi à mesurer. Donc, quand vous dites une plaque, excusez-moi, je vous interromps Sébastien, mais c'est pour que les auditeurs comprennent bien. Quand on dit une plaque, ça signifie quoi, Eric Haller ? Alors, en fait, la maladie de la péronie, c'est l'épaississement de cette enveloppe dont nous parlions tout à l'heure, dont nous évoquions les fractures. Là, c'est un peu le contraire. L'albuginé s'épaissit, ça rigidifie et souvent, alors c'est pas constant, mais souvent ça déforme le pénis et ça en fait la forme complète. D'accord. Et ça touche beaucoup de gens, cette maladie de la péronie ? Oui, on estime que 9% des hommes sont gênés par cette maladie. C'est donc considérable, évidemment. 9% la maladie de la péronie, 3% la fracture de la verge. Oui, il y a de quoi s'occuper de la santé des hommes. Et à des degrés divers, évidemment. Bien sûr, des hommes ne sont pas gênés, d'autres ont de telles déformations du pénis que même si les érections persistent, mais ça va être, je crois, la question de notre interlocuteur, la pénétration n'est pas possible tout simplement à cause des déformations extrêmes du pénis. Pardon de vous avoir... Oui. Non, je n'ai pas perdu le fil. Merci pour vos explications. Donc dans mon cas, j'ai pas de déviation franche, c'est ce qui a été révélé par une injection d'Edex. Moi, j'ai une plaque qui, d'après ce qu'il dit le médecin, qui est très harmonieuse. Qui d'ailleurs il a eu du mal à la déceler lorsque le pénis est au repos. Et voilà, elle est très harmonieuse, elle est très longue, très fine, et d'après ce qu'il me dit, en fait, il n'y a pas de possibilité d'intervention. Il m'avait proposé de faire des injections de Verapamil ou des ondes de choc, mais lui, il préfère rester sur la réserve. Il m'a dit que ça pourrait faire plus de mal que de bien. Alors, déjà, le diagnostic a été fait par une échographie, j'imagine, du pénis. Alors, il y a eu une échographie, ça n'a rien révélé. Et après, il y a eu une IRM. Voilà, en fait, l'urologue, il m'a fait passer une IRM, et c'est là qu'on a vu, en fait, qu'il y avait un épaississement il y a un épaississement de l'albuginé, caractéristique d'une maladie de la péronie, à confronter avec les données cliniques, c'est ce que je me souviens, ce que j'avais marqué, quoi. Un point important, c'est votre gène. En quoi, actuellement, cela vous gêne-t-il ? Eh bien, depuis que ce problème est apparu, j'ai eu d'abord des douleurs assez diffuses, dans les cours caverneux. C'est classique. Aussi bien au repos qu'en érection, avec une perte de volume, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Et là, ça me gêne effectivement parce que j'ai la verge qui est très rétrécie et très indurée, notamment au niveau de la face dorsale, là où se situe la plaque. Et voilà, en fait, ça m'embête quand même un petit peu au quotidien. Et bon, je suis quand même assez jeune, j'ai 42 ans. Et voilà, je sais pas trop comment ça va évoluer parce que là-dessus, il s'est pas prononcé. Bon, lui, il est plutôt dans le but de traiter, de voir ce qu'on peut faire, puisque l'arsenal thérapeutique semble assez limité. Oui, enfin. Et ça me gêne, Oui, Eric, allez-y. L'arsenal thérapeutique est très instable. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, comme c'est une maladie fréquente, évidemment, il y a des propositions de thérapeutiques qui naissent assez fréquemment. L'injection de Verapamil,
Les ondes de choc sont des versions parmi les plus récentes. En gros, il y a les approches de substances qu'on injecte au niveau de la plaque. Actuellement, quand même, ce qui semble intéressant, c'est ce qu'on appelle le PRP. Platelet Rich Plasma, c'est-à-dire qu'on prélève du sang du patient, on le fait tourner à grande vitesse pour ne retenir que les plaquettes, donc qui servent à former les caillots dans le sang, et des protéines, notamment ce qu'on appelle des facteurs de croissance, et aussi des enzymes. On injecte cet ensemble dans la plaque dans l'espoir de résorber en partie de la plaque. Alors probablement ça fonctionne mieux au début de l'histoire de la maladie que dans la forme fixée, comme souvent. Les autres, le verapamil et les ondes de choc, c'est aussi exploratoire. Hein. Tout ça, nous parlons là de traitements. Oui, c'est très récent, les ondes de choc. C'est ça. Donc, après, il y a le stade supérieur qui est la chirurgie. Alors, ce sont les collègues urologues qui font cette chirurgie, qui consiste à retirer la plaque. Mais évidemment, il faut la remplacer. Et là aussi, il n'y a pas de consensus sur le matériau à utiliser pour ce remplacement. Et c'est vrai que on arrive du coup à des questions qui sont toujours présentes quand on propose une chirurgie, c'est-à-dire est-ce que ça sera mieux après qu'avant, vous voyez. Donc, je comprends. Surtout à cet endroit-là. Hein, c'est ça. On l'imagine bien, Sébastien. Absolument. Donc, je crois que il y a un certain nombre de praticiens qui connaissent très très bien cette maladie, d'autres un petit peu moins. C'est un peu toujours la même chose. Quand il n'y a pas de standardisation de protocole pour traiter les gens. Donc effectivement, c'est un peu une quête qui n'est pas toujours facile. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que généralement, ce sont des plaques qui sont bien localisées, elles sont assez facilement localisables, elles sont assez épaisses et je dirais de diamètre assez réduit. Mais dans mon cas, moi, c'est une plaque qui est très longue, quoi, qui est très longue et qui provoque un rétrécissement du diamètre. Et c'est ça qui me gêne. Et voilà, et je sais pas si. Moi, j'ai pas d'abord. Il faut pouvoir examiner. Nous travaillons avec l'échographie Doppler. L'échographie en l'occurrence, je parlerai de la fonction Doppler dans cette exploration dans 30 secondes, mais parce que ça permet aussi d'injecter du PRP si nécessaire, etc. Donc, après, vous savez, c'est une question d'école, et je ne voudrais surtout pas donner l'impression qu'il y a des gens plus malins que d'autres, ou des médecins plus malins que d'autres. Il y a simplement des expériences différentes, et qui probablement, des expériences différentes sont plus ou moins adaptés au stade et à la forme de sa maladie. Donc c'est pour ça que malheureusement je ne peux pas répondre à votre question. Et sur la fonction Doppler, si vous permettez, j'en ai très très brièvement, l'une des complications associées à la maladie de la Peyronie, ce sont les fuites caverno-veineuses dont nous parlons souvent ici. C'est l'une des grandes causes, c'est-à-dire que après la formation de cette plaque, eh bien, il y a des veines qui, au lieu de retenir le sang dans le pénis pour développer l'érection, fuit. Et ce qui fait que l'érection ne se maintient plus. Voilà. Et donc là, ça nécessite le traitement de ces fuites. Et c'est là que la fonction Doppler, dont l'exploration par échographie Doppler est importante dans la maladie de la Peyronie. Voilà, Sébastien, ce qu'on peut dire. Moi, je crois que ce que j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition et voyez ce qui vous paraît le mieux pour vous, hein, Sébastien, parce que là, on voit bien que c'est quelque chose d'assez complexe. Et qui a malheureusement pas, sans doute parce que ça semble pas vital, encore une fois, donc la médecine a moins avancé sur cette question de la maladie de la Peyronie que sur d'autres maladies plus vitales. Hein. Enfin, excusez-moi, Bien sûr, non, mais vous avez raison, Brigitte. Il y a un autre fait, c'est que il y a eu une méthode qui semble avoir donné des résultats très très intéressants, qui était l'injection d'une protéase. La protéase, c'est une sorte d'enzyme glouton qui digère cette plaque. Hein, c'était l'idée. Et c'est l'idée. Et d'ailleurs, dans le PRP, il y a ça aussi. Même si c'est pas dit, en fait, c'est sûrement l'un des effets du PRP. Et puis, ça a été abandonné parce qu'on a dit qu'il y avait des effets indésirables, etc. Vous savez, on vit à une époque où il y a une sorte d'extrême prudence qui, parfois, se fait au détriment de la réponse que l'on donne aux patients. Mais bien sûr. Bah écoutez, merci Sébastien. J'espère que Eric Haller vous a aidé un peu à avancer dans votre cas particulier.
Oui, je pense que je vais faire confiance après au médecin qui me suit. Je sais que ça va être une épreuve assez longue et puis je peux rester optimiste et on verra ce qui se passe. Si demandez à votre médecin ou consultez d'autres praticiens en disant ça stagne, j'ai ce problème, donc je ne remets pas en cause vos compétences, votre savoir-faire. Je veux simplement, puisqu'il y a différentes approches possibles, peut-être explorer d'autres hypothèses. Oui, c'est peut-être pas inintéressant de voir un autre spécialiste et puis ensuite de prendre une décision. Donc peut-être le PRP alors, ça ? Oui, c'est une question, c'est pas une réponse, c'est une question. Voilà, Sébastien. Merci en tout cas d'être revenu sur l'antenne. Et puis, on vous avait promis, et c'est ce qu'on essaye de faire, d'aider le maximum de personnes pour que justement retrouvent une santé sexuelle, parce que c'est tellement important. On fait une petite pause et puis c'est notre Sexy News Flore Chéri que nous allons retrouver. Gitlae Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Allaire, Flore Chéri va nous parler de nos zones érogènes. C'est ça, oui, vous parlez aujourd'hui de douleur. Eh bien moi, je viens vous parler de plaisir, et en particulier des zones érogènes, parce qu'en enquêtant sur ce sujet récemment, je me suis aperçue que c'était un sujet bien plus riche qu'il n'y paraît. Savez-vous par exemple que l'on distingue deux types de zones érogènes, les zones dites primaires, le clitoris, le pénis, la prostate qui provoquent l'orgasme, et les zones secondaires, les oreilles, les seins, les cuisses, les pieds, etc. Alors pourquoi on différencie ces deux zones ? Parce que dans un cas, les zones primaires, c'est le nerf pudendal qui est chargé de transmettre l'information au cerveau, c'est le nerf dédié à l'orgasme. Et que dans les autres cas, c'est tout un tas d'autres nerfs sensitifs qui entrent en jeu. Ce que j'ai appris aussi, c'est que les zones érogènes sont relativement similaires entre les hommes et les femmes. En numéro 1, on a évidemment toute la zone périnéale, les fesses, les testicules, les grandes lèvres chez les femmes, etc. Et en numéro 2, unanimement pour les deux sexes, la bouche, les lèvres, qui est une des zones les plus sensibles du corps humain. Si vous modélisez un corps humain en fonction de sa sensibilité, il aura un visage avec une énorme bouche. La seule différence notable se situe évidemment au niveau de la poitrine, des seins pour les femmes qui sont plus sensibles et qui peuvent dégager plus d'ocytocine. Vous savez, c'est l'hormone de l'attachement. Pour le reste, c'est à peu près la même chose. Toute caresse est très agréable et provoque de l'émotion lorsqu'elle est pratiquée sur une zone qui est soit très innervée, comme les mains ou les pieds, ou sur une zone où la peau est particulièrement fine, car elle peut se plisser, comme le cou, le pli du genou, le pli du coude, le haut des cuisses, les paupières, etc. Alors pourquoi on dit que l'on doit réapprendre le corps de l'autre si finalement les zones érogènes sont toujours à peu près les mêmes ? Eh bien parce que c'est surtout la pratique qui va venir renforcer ou non la sensibilité d'une zone érogène. Par exemple, si vous aviez l'habitude de vous caresser avec un gros traversin les cuisses durant votre vie de jeune adulte, eh bien vos cuisses vont peut-être être plus sensibles à cette zone-là. Et à l'inverse, certains événements comme la grossesse, une opération chirurgicale, la pratique d'un certain sport, un métier en rapport avec le corps, vont insensibiliser certaines zones. Donc non seulement les zones érogènes changent d'une personne à l'autre, mais elles changent aussi au cours de la vie. On peut tout à fait même pratiquer certains exercices pour élargir la sensibilité de certaines parties du corps ou stimuler les zones érogènes habituelles avec de nouveaux touchés, comme un plumeau par exemple, si l'on souhaite un petit peu sortir du schéma classique. Mais d'ailleurs, je faisais un love conseil la semaine dernière en disant qu'il fallait apprendre aussi à se caresser parfois avec des gants en dentelle ou des gants de jardinage, parce que ça aussi, ça donne des sensations différentes. Bah oui, Eric. Oui, très intéressant. La plasticité cérébrale. Exactement, ouais, dans la zone érogène, alors qu'à la base, normalement, on a à peu près le même matériel. Mais en fait, à la naissance. On pourrait, alors évidemment, c'est drôle ce que je veux dire, mais ça n'existe pas, mais on pourrait faire une IRM du cerveau, et en fonction de la sensibilité des zones érogènes de chacun, on aurait une vraie réponse géographique du corps, non ? Oui, et c'est les tests qui ont été faits pour les zones érogènes, justement. Ils font des circuits IRM pour voir, et c'est là où ils se sont rendus compte qu'entre les hommes et les femmes, les zones érogènes étaient à peu près les mêmes, parce que la réponse cérébrale était à peu près la même sur les parties. Alors on parle de zone, c'est-à-dire la zone de l'entrejambe, les organes sont bien sûr différents, mais la zone de l'entrejambe a une réponse similaire dans le cerveau d'un homme et dans le cerveau d'une femme. Voilà ce qui nous rapproche encore.
Mais oui, absolument. Bon, en tout cas, on peut inviter chacun à découvrir un peu plus ces zones érogènes, parce que on peut aussi les éveiller, ces zones érogènes, justement en les caressant plus, en les motivant. Oui, ce que ça raconte, l'étude des zones érogènes, c'est aussi que la routine, et notamment la routine masturbatoire, peut être un carcan, enferme dans une certaine forme de sexualité. Ça devient plus difficile après de s'ouvrir à une nouvelle forme d'érotisme, ou d'essayer des nouvelles expériences qui peut participer à l'épanouissement sexuel. Donc oui, moi j'invite aussi les gens, s'ils ont l'habitude de faire toujours la même chose, d'essayer, vous aviez raison, soit de se toucher différemment, soit de toucher à d'autres endroits, soit de reprendre le temps de faire un massage un peu complet avec son partenaire pour aller chercher un petit peu partout des zones qui n'ont pas l'habitude d'être touchées, caressées, embrassées. Oui, et puis par exemple de bander les yeux aussi, ça permet d'être plus réceptif au toucher de l'autre, évidemment. Bon, enfin, on n'en finit pas. Bien sûr. Merci en tout cas, Fleur Chéry. Et puis je rappelle que vous êtes également co-éditrice de ce site mysweetfantasy.com, où on peut essayer de réaliser son fantasme que vous avez monté avec Arthur Vernon. On va continuer avec Juliane, justement, qui va répondre à 3 questions et qui pourra en poser une après à Eric Allaire. Bonjour Juliane. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Juliane. Alors justement, citez-moi une zone érogène secondaire chez vous qui est particulièrement sensible. La nuque. La nuque, Ouais, j'adore. Les petits guilis dans la nuque, Et vous avez bien dit la nuque, vous n'avez pas dit le cou. Non, c'est la nuque. C'est donc bien derrière la tête, là, voilà. Juste là où le crâne se marie avec la colonne vertébrale, que vous aimez être caressé. Bon, et votre partenaire le sait, j'espère. Oui, tout à fait. Je vois. Deuxième question. Quel est le lieu, à part le lit, où vous aimez faire l'amour? Alors, en fait, c'est assez cocasse. Bon, je sais pas, à vrai dire, mais la cuisine. Je sais pas pourquoi ça revient souvent. La cuisine. Voilà. C'est des nourritures autres que culinaires, pourquoi pas. C'est ça. Et dernière question, qu'est-ce que vous préférez dans l'acte sexuel? Qu'est-ce que je préfère? Oh là là, c'est vrai. Quel moment vous préférez? Mais vous ne me répondez pas l'orgasme, parce que ce serait trop facile. Non. Oui. Qu'est-ce que je préfère? Je crois que ce que je préfère, c'est quand ça twist, en fait. Le moment où, des préliminaires, on passe... je pense que c'est le moment... Ouais, c'est ça. Où on n'en peut plus et il faut y aller, quoi. D'accord. Quand on rentre dans le vif du sujet. Si exactement. Et j'ai pas dit l'objet. Voilà. Bon, eh bien, vous pouvez poser une question à Eric Allaire, il vous écoute. Alors, bonjour Eric. Moi, je me posais une question par rapport... Donc, j'ai écouté un peu... Enfin, même beaucoup, avec attention, le début de cette émission. Et j'essaie de faire un lien avec mon expérience personnelle, même si c'est pas tout à fait des douleurs que mon partenaire avait eues. Mais en fait, je me pose la question de comment la partenaire peut au mieux accompagner son homme, parce que j'ai eu un partenaire qui a eu énormément de problèmes, soit d'érection, soit d'éjaculation précoce, des choses comme ça. Et en fait, j'avais du mal à me positionner parce que soit j'étais trop compréhensive, soit pas assez, soit j'étais carrément maternante, soit j'étais dans le silence. Et du coup, vu que vous avez certainement dû rencontrer aussi beaucoup de partenaires, je sais pas quelle est la meilleure façon d'aider en fait. De réagir en tant que femme. Ouais. Ça mérite les œuvres de Victor Hugo en volume, ça, parce que la réponse est complexe. Je suis pas sûr qu'il y ait une réponse. Je dirais peut-être une première chose, c'est de mettre un petit peu de distance entre soi et ce qui se passe, c'est-à-dire ne pas essayer de ne pas le prendre comme une remise en cause de soi. C'est pas facile. Alors je dis ça parce que c'est vrai qu'en consultation, les difficultés de couple associées aux problèmes d'érection, c'est souvent parce que la partenaire ou le partenaire considère que c'est parce qu'il fait mal ou parce qu'il n'est pas que ceci, il n'est pas cela. Voilà. Donc ça, c'est une première étape, mais qui demande une explication quand même. Donc bien parler.
bien communiquer, bien parler, bien comprendre quelle est autant que faire se peut, la nature de la difficulté. Et puis, je vais répondre un petit peu par la négative, je vous prie de m'en excuser. Mais je sais qu'il y a une chose qui est très, très embêtante et qui laisse des traces parfois insurmontables, ce sont les propos vexants. Les hommes sont très sensibles. C'est susceptible. Hein. Alors susceptible, dit Brigitte Lahaie, moi je dis sensible. Bon, après, chacun a sa manière de réfléchir à ça, mais on imagine mal un mot peut laisser de... Alors, c'est pareil pour les femmes. Hein. Sans doute. Oui, tout à fait. Mais c'est pas seulement une blessure. C'est la blessure narcissique. Alors je suis pas psychiatre ni psychologue. Des gens très savants pourraient parler de ça beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, c'est cette remise en cause profonde et parfois on a l'impression presque irréversible qui peut en résulter. Donc ça c'est un point important. Après, pour le reste, vous avez, je crois, dit quelque chose de très important. Ne pas dédramatiser, mais aussi ne pas banaliser. Enfin, tout ça est tellement vrai. Pardonnez comment dirais-je, toutes les limites, ou le fait de ne pas répondre. En fait, oui, la réponse ça doit être du cas par cas, et donc ça dépend évidemment de la manière dont le partenaire semble réagir. Mais comme beaucoup d'hommes dans ces cas-là sont un peu dans le déni, c'est d'autant plus compliqué pour vous, Juliane, de trouver la bonne réponse. Tout à fait. Et puis en plus, en fonction de l'évolution de la problématique, parfois les réactions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le partenaire pouvait parfois être très en conscience avec ça, et donc ma réaction sur le moment était bonne entre guillemets pour lui, et puis parfois il était dans un autre état d'esprit, donc la réaction que j'avais où j'essayais de avoir la même, en fait ça n'allait plus, donc j'essayais c'était très compliqué parce qu'il fallait être assez malléable pour justement au maximum ne pas l'affaiblir encore plus, puisque c'était déjà une situation qui l'affaiblissait énormément. Mais je pense que comme ça, pour essayer quand même de donner une réponse générale, je pense qu'il faut tout simplement dire, nous aussi, c'est pas toujours au top, et puis voilà, je crois que c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut rassurer un homme en disant que nous aussi, parfois, ça se passe pas bien, et que ça fait partie des aléas de la sexualité, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Haller ? Oui, très, très certainement. En tout cas, vous renvoyez à un point important, parce que je voudrais corriger le fait j'ai dit tout à l'heure, mais il faut pas le prendre pour soi, etc. Mais chacun reste un être humain avec ce qu'il ressent, donc il ne faut pas nier non plus et refouler complètement ce que l'on ressent. Donc on ressent de la frustration, on ressent une certaine vexation éventuellement, etc. Donc ça existe aussi, il faut le mettre dans la relation, et dans la discussion, bien sûr. Il ne faut pas s'effacer. Enfin, s'effacer ne résout pas le problème. Merci Juliane, en tout cas, de cet échange avec nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. 0826 300 300. Une petite douleur, vous voulez une réponse, bien vous nous appelez et vous l'aurez tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons les petits problèmes masculins avec Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire. Alors il y en a un qu'on a peut-être oublié en introduction, justement, et Patrick va nous le raconter. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité, Monsieur Haller. Bonjour. Je me permets de vous appeler et témoigner ma situation. Ma situation, en fait, c'est que je suis en érection très souvent. Et je dirais, la particularité, c'est que je suis en érection dès que je suis allongé. Donc, dès que je suis en position horizontale, je suis en érection. C'est normal, Patrick. Non, je plaisante. Oui, bien sûr. Ça peut être très, très exactement. Moi, ça peut être facile pour moi et facile pour tout le monde. Mais malheureusement, c'est que ça m'arrive toutes les nuits. Et si je reste longtemps allongé, je reste en priapisme. Donc à première vue, j'ai fait des examens et il s'est avéré que ce serait un problème vasculaire.
Puisqu'en fin de compte, dès que je reste allongé, je reste en érection et il faut que je me lève pour que ça redescende. C'est-à-dire que la nuit, il ne faut pas que je reste allongé de plus de 4 heures. Je me suis aperçu avec l'expérience. Il faut que je me lève toutes les nuits. Il faut pas, pour que ça redescende. Sinon, après, j'ai des soucis. Et encore, ça dépend des jours, des nuits. Et donc, voilà. Et je peux témoigner effectivement de la douleur. Je peux témoigner de la douleur de rester longtemps en érection. C'est comme ça que ça me réveille la nuit, en fait. Je suis obligé de me lever. En fait. Et depuis combien de temps avez-vous ce problème? Et ça, c'est apparu en 2015. D'accord. Ah oui, ça fait déjà presque 8 ans. Je vis avec maintenant. Je vis avec. Parce que j'ai fait différents examens et on n'a pas trouvé vraiment la cause, ou peut-être, mais on n'a pas trouvé de solution. En tout cas. Alors, il y a quelques patients qui consultent pour ce problème d'érection prolongée. Alors, une érection qui dure plus de 4 heures, ça s'appelle un priapisme. Et ça peut poser... Enfin, ça pose... Et d'autant que c'est une érection qui n'est pas due à une excitation. C'est ça. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Alors Patrick, l'érection de plus de 4 heures, c'est juste pour donner un message comme ça à tout le monde. C'est un priapisme et il faut consulter d'urgence pour faire passer l'érection et éviter une complication majeure à ça qui est qui fait qu'après on n'a plus du tout d'érection. Donc c'est exactement l'inverse. C'est une parenthèse. Alors chez qui on a fait, alors vous avez sûrement eu un ou plusieurs électromyogrammes du pénis et du périnée, j'imagine. Oui, Patrick. Oui, on a fait des examens, je ne sais plus trop les noms parce qu'on avait fait ça à l'époque en 2015. Un courant électrique qu'on fait circuler pour voir. Non, j'ai pas eu ça. Il faut absolument que vous ayez ça. C'est indispensable dans un centre vraiment de référence. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je fais faire dans ce cas une IRM du pelvis, du petit bassin, entre l'ombilic et le haut des cuisses, parce que parfois, on trouve en fait une compression d'un nerf de l'érection, ou une irritation d'un nerf de l'érection par une formation qui peut être un bout d'os, ça peut être la pointe du coccyx par exemple, qui est un petit peu trop proéminente et qui touche des nerfs que cette pointe ne devrait pas toucher. Donc, il faut trouver la cause. Oui, parce que alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on m'a dit que j'avais pas des vrais priapismes, parce qu'à première vue, je pourrais pas rester 4 heures, donc le sang circulerait. Sauf qu'il y a des nuits, ça redescend bien, il y a des nuits, je reste bloqué. Et en fin de compte... Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on vous avait donné comme diagnostic en 2015, Patrick ? On n'a pas de diagnostic. C'est qu'enfin, on me dit que j'aurais une fuite, il y aurait ou un shunt vasculaire. Oui, moi, donc parce que pour moi, c'est vraiment en fonction de la position. Oui, ça peut exister le shunt, mais le shunt s'exprime rarement par la position. Ça peut arriver, mais c'est rare. Moi, je le vois vraiment par la position ou le phénomène d'être endormissement. Et pourquoi il y a des jours, je vais me lever, ça va redescendre. Il y a des jours, je vais rester bloqué et je vais aller courir. Il faut que j'aille courir pour vraiment faire passer la douleur et pour que ça redescende en fait. Non, vous pouvez pas rester. On me dit ça va se communiquant, ça va dans les jambes, ça va. Et moi j'ai. Oui, mais ce qui me semble important, Patrick, à entendre, c'est que d'après vous, Eric Allers, c'est pas du tout vasculaire. Enfin, il y a peu de chances que ce soit vasculaire. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on vous a dit, Patrick. Exactement. Donc ça vaut le coup de. Après, je serais intéressé de connaître les centres, les adresses des centres pour aller faire cet examen d'électro. Donc il faut que vous ayez 2 choses, une bonne échographie Doppler du pénis, mais quand je dis bonne, c'est la bonne. Et on en a fait une. Bon, voilà. Je ne les regarderai pas, voilà. Je suis désolé, mais il y a des standards et ces standards sont rarement appliqués. Vous voyez, je suis un peu brutal, mais je suis tellement agacé. Parlons vrai sur Sud Radio. Je suis tellement agacé, le mot est faible, de voir que on n'applique pas les standards nécessaires à la pratique de l'échographie Doppler, ce qui a une conséquence dramatique, c'est-à-dire que les gens pensent avoir eu
cru un examen qui répond à leurs questions, et en fait, c'est pas le cas, faute de bonnes pratiques de cet examen. Donc ça, c'est intolérable. Il est intolérable qu'un gamin de 20 ans qui n'a pas d'érection, à qui on fait une échographie Doppler consciencieuse mais mal faite, à ce gamin, on dit mais c'est dans votre tête, tout va bien. Et non, dans les bons centres, on dit non, il y a une maladie. Et du coup, on va vous soigner, vous n'allez pas rester toute votre vie sans érection. Donc vous voyez, c'est un coup de gueule, mais il faut le faire. Donc c'est pour ça que... Mais j'ai l'impression que pour Patrick, c'est pareil, quoi. On lui a donné un diagnostic ne pas faire approximatif. D'électromyogramme du pénis dans ce contexte, c'est dommage, voilà, c'est tout. Parce que là, ça fait quand même... La particularité, quand même, moi, c'est ce que je me suis aperçu, c'est que quand j'ai une relation sexuelle, derrière, alors, ça reste pas bloqué. Bien sûr. C'est ça, en fait. Alors, depuis toujours, une fois que j'ai eu une érection, enfin que j'ai eu une relation sexuelle, je vais rester en érection une demi-heure après. Ça redescend pas. Moi, depuis toujours, c'est pas classique. Mais ça finit toujours par redescendre. J'ai jamais eu de blocage comme j'ai la nuit, le fait après. Et j'ai même testé qu'une fois, quand je suis resté bloqué pendant 4 heures, que c'est redescendu, j'ai eu une relation sexuelle pour vraiment tester, relancer la machine, et ben derrière, paf, c'est redescendu. Et c'est pour ça que relation sanguine, si c'est une compression d'un nerf déterminée par la position, c'est-à-dire par le fait d'être allongé, au niveau de la position la nuit, je le vois. Les autres circonstances n'ont pas de raison de déclencher le problème. Oui, donc je pense, Patrick, que ça vaut le coup de reprendre le chemin du diagnostic. Oui, parce que c'est pas facile à vivre. Hein. De pas dormir. Non, Patrick, je fais pas une nuit complète, en fait. Voilà. Toutes les 4 heures, il faut que je me lève, donc c'est difficile. Mais c'est vrai, je comprends votre coup de gueule, Eric Haller. On voit là, quand même, depuis 14 heures, on a déjà eu 2 hommes qui, finalement, sont un peu traités, si je puis dire, par-dessus la jambe, quoi. Comme si ces problèmes de sexuels n'étaient pas des vrais problèmes, alors que depuis quand même 1975, l'OMS a reconnu la question de la santé sexuelle. Donc il faudrait peut-être quand même... Absolument, il y a un plan gouvernemental sur la santé sexuelle qui est très explicite et très, très volontaire. Donc il y a une volonté des forces publiques qui doit s'accompagner d'une révision de la formation des médecins. Les médecins sont de très bonne volonté, ce sont des gens très dévoués à leur métier. Sauf qu'ils ne sont pas informés. Mais il y a un problème de formation, vous avez raison Brigitte, il faut reprendre tout ça à la base, et pour les personnes, pour les gens qui, comme vous, Patrick, se trouvent en déshérence, il ne faut pas renoncer. J'entends bien, c'est gentil à vous. Est-ce qu'il est possible, après l'émission, ou d'avoir les coordonnées de centres conseiller des centres Vous pouvez. Alors, j'ai pas le droit de le faire, vous le comprenez, en public. Mais peut-être si vous envoyez un message à Sud Radio, enfin, je sais pas, Brigitte. Oui, moi j'ai tous les droits, j'ai aucune, j'ai pas de problème avec ça. Donc Patrick, vous nous laissez votre adresse mail, et puis on vous donnera des adresses de centres qui peuvent vous traiter comme il se doit. Voilà. Je veux bien. C'est pas la promesse d'un traitement, Patrick. Il faut d'abord faire le diagnostic. Ça, c'est vraiment l'étape indispensable. Après, il faut pouvoir reconnaître la cause, ce qui peut être compliqué, et après le traitement, ce qui peut être aussi compliqué. Je ne veux pas du tout vous... que vous... J'entends maintenant, depuis 2015, j'entends bien. J'ai pris du recul. Oui, bien sûr, mais encore une fois, s'habituer à des situations qui sont douloureuses, alors qu'il y a peut-être des solutions, ça me paraît. Il était temps, en effet, que on vous ait en ligne, Patrick, et qu'on essaye de vous aider. Voilà. C'est gentil à vous. Je suis preneur pour une recherche de diagnostic et peut-être d'une solution. Absolument. Et si ça marche, j'espère que vous viendrez nous le raconter. Je viendrai vous le raconter, et qu'on pourra en tirer nos heures de noblesse. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick, de ce témoignage. Oui, et puis, j'imagine bien ce que nous raconte Patrick. Sur la population française, il y en a d'autres qui doivent subir la même chose et qui peut-être n'ont même jamais consulté parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à faire, bien sûr, etc. Bien sûr. Et comme alors.
comme ce ne sont pas des histoires de patients très répandues, soit parce que c'est pas très fréquent, ce qui est sûrement le cas, et soit parce que les gens gardent pour eux ce symptôme, du coup, l'expérience médicale est très limitée. Donc je voudrais non pas donner non plus la fausse image qu'il y a des gens qui savent tout et qui peuvent régler tous les problèmes. Non, bien sûr que non. C'est pas ça du tout. Hein. Mais il est certain que dès qu'on est dans des cas un peu particuliers, c'est plus compliqué de trouver le spécialiste, évidemment. Merci Patrick. Éric Allaire, vous n'échapperez pas à la devinette du jour. Pourquoi les films porno dépriment tant les femmes? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. On continue justement après les infos avec vous. Si vous avez des douleurs inexpliquées et que vous avez envie d'une réponse, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous allons continuer durant cette dernière heure avec Éric Allaire, professeur de chirurgie vasculaire, à aider ces pauvres hommes qui souffrent et dont personne ne tient compte. Enfin, j'exagère tout petit peu quand même. Mais... il y a beaucoup, et nos collègues urologues sont quand même extrêmement attentifs. Mais oui, bien sûr. Mais enfin, bon, c'est étonnant parce que c'est la première fois que je fais une émission comme ça, vraiment sur les douleurs masculines, et je me rends compte que c'est quand même nécessaire aussi d'évoquer tout ça. On a Chantal qui va être avec nous dans un instant pour évoquer justement les douleurs de son partenaire, mais je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi les films porno dépriment tant les femmes, Éric Allaire? Parce qu'elles sont jalouses, peut-être. Ben oui, en effet, parce que du coup, elles voient ce qui existe et ce qu'elles ont à la maison. Bonjour Chantal. Bonjour Brigitte et bonjour Éric. Bonjour Chantal. Merci à vous de me prendre sur vos antennes. Alors vous, c'est votre mari qui a des douleurs au moment de... Voilà, c'est ça. En fait, je prends l'initiative, il n'est pas là, il n'est pas au courant. Je me permets donc de poser la question peut-être à ce médecin qui est près de vous. Disons que pendant tout le coït, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il arrive à éjaculer, ça lui fait une douleur telle qu'il s'enroule. Et surtout, il ne se touche pas, il ne faut absolument pas le toucher le pénis. Donc, voilà, est-ce que vous avez a priori eu déjà ce genre d'attitude, de comportement pour lesquels on a été vous voir? Est-ce que vous pensez que ça peut venir d'un problème vasculaire ou... Alors, j'ai deux questions, si vous le permettez. Oui, je vous en prie. Depuis quand, premièrement? Alors, ça a toujours été, en fait. Ça a toujours été. Alors, peut-être qu'il faudrait que je précise aussi certaines choses. C'est que, ce partenaire, effectivement, ce conjoint, a eu des difficultés depuis le début de sa sexualité par rapport à l'acte sexuel avec d'autres partenaires. Il a toujours été plus ou moins complexé ou ne savait pas s'y prendre. Enfin, toujours est-il. Je pense qu'il est très en contrôle et il a toujours l'impression qu'il va éjaculer prématurément. Alors, il se contrôle beaucoup. Est-ce que ça peut venir aussi d'un problème d'excitation ou de contrôle ou de... En tout cas, ça fait longtemps que... Ça fait longtemps. Voilà. Et la deuxième question? Et la deuxième question, quel est l'âge de votre compagnon? Là, il a 60 ans. D'accord. Alors, il n'y a pas une réponse à ça. Il faut à coup sûr quand même chercher quelque chose comme une prostatite chronique, même si c'est très ancien. A priori, c'est moins. Mais quand même, il faut le rechercher, parce qu'on sait que ce sont des maladies qui s'inscrivent dans la durée. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est, je dirais, l'organique. Alors, le diagnostic, nous le disions tout à l'heure, n'est pas toujours très, très facile, mais enfin, il faut rencontrer un bon urologue qui vous aidera. Donc, prostatite, ça veut dire une infection de la prostate qui serait une infection comme ça... latente, mais avec la présence de germes qui crée un ensemble de symptômes. Et donc, il faut que cet urologue
interroge votre mari sur d'autres symptômes qui pourraient exister en parallèle ou pas, et puis faire des examens qui permettent de le déterminer. Donc ça, c'est une hypothèse. D'accord. Il y a très certainement, même si c'est mal connu, mal répertorié, mais des petits problèmes neurologiques qui peuvent être la source de cette symptomatologie que vous décrivez. Alors là, ça passe aussi, je pense, par d'abord à nouveau un examen clinique et puis un interrogatoire à la recherche d'autres symptômes, et puis par le fameux électromyogramme dont nous parlions tout à l'heure à propos du patient précédent. Et puis, il y a possiblement, et vous en évoquez la piste avec raison, la volonté de contrôle et donc un stress et des contractions provoquées par ce stress qui, pourquoi pas, peuvent être à l'origine d'une partie du symptôme. Oui, parce que ça provoque forcément des crispations qui peuvent à ce moment-là, au lieu de libérer, être un petit peu en tension permanente. Et après, il faut demander aux urologues aussi, parce que est-ce que des constrictions des canaux qui libèrent par lequel le sperme passe seraient en cause? Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. D'accord. Est-ce que vous permettez que je pose encore quelques questions Mais bien sûr, Chantal, allez-y. Merci, c'est gentil. Tout d'abord, excusez-moi, mais je vous ai pas écouté parce qu'hélas, j'ai autre chose à faire. J'ai pas entendu tout ce qui a été dit. Alors, je vous prie de m'excuser de vous faire répéter. Tout d'abord, vous avez parlé de prostatite chronique. Oui. Est-ce que, cette infection, en fait, est-ce qu'elle pourrait se voir, est-ce qu'il pourrait y avoir des preuves, c'est-à-dire avec, je ne sais pas moi, des petites muqueuses ou des petites choses qui pourraient apparaître à ce moment-là, parce qu'a priori il n'y a rien du tout, enfin on ne voit rien. Oui, mais enfin vous savez, depuis l'observation à l'œil nu, la médecine a fait des progrès, Chantal, donc non, il faut faire, pardonnez-moi ce trait, mais il faut faire des examens bactériologiques à la recherche de microbes, faire une bonne échographie Doppler, peut-être une IRM, ça c'est l'urologue qui vous dira ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, Chantal, c'est que c'est pas normal. Ces douleurs ne sont pas. Enfin, la réaction de votre compagnon n'est pas normale. Il y a quelque chose à trouver pour libérer. Donc, ça vaut le coup d'aller voir un urologue et de faire des examens, des examens sérieux. Après, bien sûr que plus il sera dans le lâcher prise, moins ça sera douloureux, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose qui explique au départ ces douleurs, non ? Absolument. Et un point extrêmement important que vous ne lui demanderez pas, je vous demande de me le promettre, mais que le médecin demandera, c'est est-ce que lorsqu'il se stimule tout seul, est-ce que c'est la même chose? Vous voyez, ce qui serait très intéressant. Je peux pas vous répondre. Mais vous ne lui demanderez pas. D'accord. Mais vous voyez, c'est par ce type de questions que l'on progresse sur les causes, particulièrement entre les maladies, et puis d'autre part les problèmes psychologiques qu'il faut prendre tout aussi au sérieux, qui ne sont pas de la responsabilité de la personne. C'est pas parce que la cause est psychologique que l'on est coupable ou quoi que ce soit. Bien sûr. Vous avez parlé aussi d'électromyogramme. Oui. C'est également l'urologue qui peut éventuellement lui prescrire, ou bien il faut passer par un neurologue. La grande difficulté, c'est de trouver un centre vraiment expert dans l'électromyographie du pénis et du périnée masculin. Il y en a pas beaucoup, donc c'est un peu une quête, mais ça existe. D'accord. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour tous ces... merci beaucoup pour toutes vos réponses, pour tous ces conseils. C'est nous, merci Chantal. Oui, encore une fois, normalement, l'éjaculation, ça donne du plaisir et pas de la souffrance, quoi. Ça paraît donc évident que quand il y a douleur, c'est que peut-être il y a quelque chose à trouver pour libérer un peu le plaisir. Voilà. Merci beaucoup Chantal de votre appel. Et puis, je l'avais dit en introduction que il y avait certainement aussi des femmes que ça intéressait. Et la preuve, Chantal nous a appelé pour avoir des réponses. Et c'est bien de prendre soin de son partenaire. On fait une toute petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec vos appels, bien sûr, vos questions au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, nous sommes avec Eric Allaire, docteur du pénis. Je pourrais presque vous appeler comme ça. En tout cas, professeur de chirurgie vasculaire. Quel titre. Eh ben oui, écoutez, pas mal. C'est pas mal. Vous le direz pas à ma maman, s'il vous plaît. Non. C'est promis, on ne dira rien à votre maman. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Antoine. Merci à vous de me recevoir, c'est un plaisir. Eh bien écoutez, on essaye en tout cas de vous aider à soulager vos petites gênes lors de la relation sexuelle, c'est ça Antoine ? Oui, c'est ça, ouais. C'est des gènes qui sont arrivés il y a très peu de temps. J'avais jamais vu ça avant. Enfin, j'avais jamais ressenti ces gènes-là avant. C'est des gènes qui me viennent pendant les rapports avec ma copine. À savoir qu'on est ensemble depuis plus de 4 ans maintenant. Et c'est des douleurs qui me viennent du coup à cet endroit-là à partir de, je dirais peut-être 5, 6 minutes en général au niveau du pénis. Je ressens une douleur qui n'est pas une douleur atroce ou quoi, mais je ressens quelque chose et c'est vrai que ça finit par couper l'acte parce que c'est dérangeant, donc ça reste quelque chose qu'on fait pour du plaisir à la base. Bah oui. Bien sûr. Et du coup c'est problématique pour ma partenaire et pour moi du coup. Bah oui. Et à quel endroit du pénis souffrez-vous ? C'est vraiment au niveau de... Je ne saurais pas comment expliquer... c'est le gland ou c'est avant le gland ? C'est juste avant. Juste avant. C'est d'un côté ou c'est des deux côtés ? Non, c'est des deux côtés. Des deux côtés, ouais. Et c'est une douleur qui est comment ? Plutôt une décharge électrique, plutôt une brûlure, plutôt non, comme une douleur un peu généralisée, comme quand on serre quelque chose très fort, comme si on butait contre quelque chose. D'accord. L'éjaculation soulage la douleur ou au contraire la renforce ? En fait, je saurais même pas dire le lien avec l'éjaculation, parce qu'au final, on finit toujours par arrêter peu de temps après, parce que c'est pas agréable. Oui. Et après, ça passe gentiment au bout de quelques minutes. Donc dès que vous arrêtez l'acte, vous perdez votre érection et votre douleur s'en va. Exactement, ouais. Alors, il y a un point que vous soulignez, Antoine, qui est extrêmement important, et Brigitte Lahaye, je crois que c'est important de le dire, c'est le rapport entre douleur chronique, quelle que soit l'origine de cette douleur. Je pense particulièrement aux maladies rhumatismales, les polyarthrites rhumatoïdes, c'est pas vous, Antoine, a priori. Également les rhumatismes psoriasiques, qui s'accompagnent de troubles de l'érection par divers mécanismes. Il y a l'inflammation, mais il y a aussi la douleur. Donc, quand on a mal, on est gêné dans ces rapports sexuels. Donc c'est là que nous retrouvons votre problématique, Antoine. Alors, votre situation requiert, j'en suis non pas désolé, mais c'est important de répéter toujours la même chose, parce qu'il faut que tout cela se diffuse. Il faut, puisque ça vous gêne depuis un moment maintenant, il faut que vous bénéficiez d'une échographie Doppler du pénis et à nouveau d'un électromyogramme du pénis pour comprendre l'origine de ça. Quand vous urinez, ça brûle ou pas ? Non. D'accord. Et vous n'avez pas de douleur à la base, je dirais, entre les bourses et l'anus, par exemple ? Non, jamais. D'accord. C'est vraiment localisé au niveau du pénis. Donc il faut que vous ayez ces 2 examens. Et c'est uniquement lors des rapports. Et c'est lors des rapports. Oui. Et quand vous vous masturbez, par exemple ? Ça m'est déjà arrivé de le sentir un petit peu, mais c'est vrai que après, de toute façon, ça dure moins longtemps qu'un rapport avec ma partenaire. D'accord, donc finalement c'est au bout de quelques minutes et quand vous vous masturbez, évidemment vous masturbez rapidement. Mais c'est beaucoup plus léger. Oui. Donc c'est la durée de l'érection quelque part qui provoquerait la douleur, si je comprends bien. Oui, a priori, ouais. Donc ça peut être pas mal de choses et c'est vrai que là vous avez besoin. Mais ça pourrait être quoi ? Enfin, plusieurs hypothèses. Ça peut être une maladie de la péronie débutante. Par exemple. Ce qui n'est pas une condamnation, Antoine. Ok, ça soigne. Mais raison de plus, si c'était ça, de faire vite le diagnostic, parce que plus on le fait vite, plus on évite les inconvénients de cette maladie. Absolument. Donc c'est bien de nous avoir appelés, Antoine, et puis tant qu'à faire, autant vite aller faire les examens pour savoir exactement ce que ça peut être. Si c'est pas une maladie de la péronie, ça peut être quoi, pareil Après, ce sont des choses beaucoup plus rares, mais il y a les thromboses de la veine dorsale profonde, qui est cette veine qui collecte le sang des 2 corps caverneux pour évacuer le pénis à la fin de l'érection et emporter le sang vers le petit bassin. Nous envoyons
peut pas dire de plus en plus, mais quand on prête attention à ça, on en voit tout de même, qui ne sont pas graves du tout, là, pour le coup, sauf à connaître la cause. Qu'est-ce qui fait que cette veine se thrombose? C'est-à-dire que la thrombose de la veine, en général, la douleur disparaît assez rapidement. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait votre cas. Bon. Mais dans votre cas, Antoine, oui, on peut prendre plutôt le diagnostic de la maladie de la Peyronie, sachant qu'en début d'émission, on a considéré que ça consistait à peu près à 9% des hommes. C'est pas surprenant que certaines personnes qui nous écoutent puissent avoir donc des douleurs lors du rapport au bout de quelques minutes d'érection. Hein. Donc ça, je donne l'information à tous les hommes qui écoutent, notamment à vous, Antoine, évidemment, hein, mais parce que c'est encore une fois, plus on va vite faire le diagnostic, mieux on va pouvoir soigner cette maladie. C'est ça l'intérêt de l'émission aujourd'hui. Tout à fait. Donc peut-être, Antoine, prenez votre pénis en main et faites quelque chose. Oui, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Vous avez quel âge, Antoine? 25 ans. 25 ans, vous êtes très très jeune, oui. Oui. Oui, raison de plus pour vous s'occuper de vous. Et puis, encore une fois, la maladie de la Peyronie, ça peut survenir à n'importe quel âge. 25 ans, c'est plus rare. Hein, on dit que c'est classiquement après la quarantaine, mais on voit de tout. Donc, à nouveau, ce que vous disiez est important, Brigitte, il faut avoir les examens nécessaires au diagnostic. Eh bien, voilà. Merci Antoine, en tout cas. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et vos conseils, c'est très intéressant. Écoutez, oui, c'est vrai. Je ne sais même pas pourquoi on n'en avait pas parlé plus tôt de ces douleurs masculines, parce que finalement, on pourrait considérer que ça concerne presque 10% d'hommes au moins. Les douleurs, même plus, puisque si on rajoute aux 9% de la Peyronie... Si vous rajoutez les prostatites, les épidédimites, etc. Les phimosis... les phimosis, les paraphimosis... et les fractures de la verge, on arrive à facilement 15-20%. Non, mais plus, oui. Bon, donc c'était plus qu'important d'évoquer tout ça aujourd'hui. Il nous reste encore une bonne demi-heure, hein, donc si vous aussi vous avez envie d'avoir un éclairage, vous nous appelez au 0826 300 et peut-être que vous aurez la possibilité de passer à l'antenne et d'avoir la réponse d'Éric Allaire. Dans un instant, on va tester un plug anal. On reste donc dans la sexualité plutôt masculine, évidemment. Et puis le Love Conseil, ce sera un Love Conseil sur la prostate, mais je ne me permettrai pas de faire un examen médical de la prostate. Ce sera plutôt quelque chose intéressant. Vous allez voir dans un instant. On parlera de quelque chose qui correspond évidemment à la sexualité masculine. Cam Live, réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Éric Allaire, on va parler de la prostate, mais on va pas parler de la prostate par rapport aux soucis médicaux. C'est pas le but, c'est pas mon but. Moi, je suis pas médecin, mais plutôt du plaisir voluptueux que celle-ci peut provoquer. Et très souvent, ce que les hommes ne savent pas, c'est que l'éjaculation est provoquée en amont par une contraction de la prostate qui va donc véhiculer le sperme. Enfin, en tout cas, c'est elle qui envoie le sperme. Et ces contractions, elles peuvent être commandées afin de permettre à l'homme d'avoir plusieurs orgasmes sans éjaculation. Voilà le propos de mon Love Conseil. Alors, franchement, c'est une technique qui est apprise dans le tantra, mais c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est même assez complexe. Mais en tout cas, ça peut permettre aux hommes de se retenir un peu plus en cas d'éjaculation rapide. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes pourraient apprendre à mieux ressentir les contractions de leur prostate. Et là, comment faire? C'est surtout en s'aidant d'une respiration plus lente, plus profonde. Et de cette manière-là, on peut déjà commencer à mieux ressentir ce qui se passe. Et puis ensuite, c'est en travaillant les muscles pubcoccygiens, donc les muscles du périnée, en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là qu'on obtient particulièrement d'excellents résultats. Mais en fait, c'est pas très simple de travailler seul. Et la bonne musculature du périnée, c'est quand même pas quelque chose de si facile quand on n'a pas commencé à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors on peut évidemment avec un kiné, mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui
qui s'apprend notamment dans les cours où on fait du tantra, mais encore une fois, il y a beaucoup de je vais pas dire de charlatans, mais dans le tantra, on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas réellement aptes à donner les informations, donc c'est complexe tout ça, mais en respirant mieux, en travaillant ces muscles pubcoccygiens, on obtient de vrais résultats. Oui, sans doute. Alors, je connais bien ça du côté médical, avec ce vrai problème qu'est l'éjaculation précoce. Dans sa définition, c'est inférieur à 1 minute après la pénétration, mais parfois c'est antéportès, c'est-à-dire avant même toute pénétration. Hein, donc c'est des situations vraiment dramatiques pour lesquelles il existe des médicaments qui ont une certaine efficacité d'ailleurs, il ne faut absolument pas les renier, mais il est clair que cette rééducation dont vous parlez, enfin en tout cas les principes que vous avez évoqués sont très très utiles pour la rééducation. Alors nous le faisons au CETI avec Ronald Virag, avec une échographie Doppler, une échographie qui permet de montrer en fait quels muscles se contractent quand on prend telle ou telle décision avec le cerveau, si je puis dire. Et donc ça permet d'explorer son corps et de le connaître davantage. Alors on ne le fait pas dans la version récréative, on pourrait tout à fait imaginer que ça puisse se faire dans ce sens, hein. Mais en tout cas, la meilleure connaissance, la meilleure perception par les hommes des contractions des multiples muscles, hein, parce qu'il y en a beaucoup, qui constituent le plancher pelvien et la base des corps caverneux, eh bien cet apprentissage est sûrement extrêmement important. Oui. Voilà, on devrait donner des cours, hein, mais bon, ça serait pas très simple, mais je suis sûre qu'il y aurait beaucoup de volontaires. Alors, on va continuer avec un jouet plutôt pour hommes, hein, puisque c'est un plug anal vibrant connecté, Game Changer noir, qu'on trouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com, et c'est de la marque Satisfyer, et c'est David qui l'a reçu. Bonjour David. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour David. Bah écoutez, il est assez joli ce plug, hein, noir. Oui. Et assez classique. La boîte aussi est sympathique. Quand on la voit, c'est assez qualitatif. Et d'ailleurs, elle est, je dirais, en effet qualitative. Le joueur lui-même, d'ailleurs, c'est une bonne surprise parce qu'en effet, il est plutôt d'un bel aspect et d'un beau design. Le défaut que je verrais dans le packaging global, c'est la notice qui est toute petite et qui n'a pas beaucoup d'explications d'accompagnement, je dirais. Donc ça c'est la première chose. Mais le joueur lui-même est très joli et très bien designé. Il est waterproof. Donc il est connecté via une clé USB sur un port USB pour la recharge. Donc voilà, et il a différentes possibilités de mode vibratoire. Donc vous l'avez testé vous-même? Parce que bon, on peut aussi le tester en tant que femme, hein, bien sûr. Puisque j'ai testé surtout avec ma compagne en fait. On a testé ensemble, on était à deux pour le tester. Voilà, on l'a utilisé avec ma compagne. Elle l'a d'abord utilisé elle seule dans son coin pour être très à l'aise et très, très confortable. Et elle a trouvé ça en effet comme un supplément de plaisir lorsqu'elle se masturbait. Ça fonctionne. Et puis après, on l'a utilisé aussi tous les deux lors de nos jeux. Et ça fonctionne bien aussi. Parce qu'il est en effet assez petit. Il remplit bien son office. Il a peut-être un défaut dans les modes vibratoires qu'il propose. En fait, c'est il faut sélectionner plusieurs fois le même bouton parce qu'il n'est pas connecté. Oui, c'est souvent comme ça que ça marche. Voilà. Mais en même temps, ce que je trouve pas inintéressant, c'est que la première vibration est relativement douce. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Il est très, pour moi nous qui sommes plutôt novices en la matière sur ce type de jouet, il est au moins très soft au départ. Donc après, il propose d'autres choses. C'est vrai que le premier mode vibratoire est plutôt doux et pas très amplifié. Donc il permet de s'approprier la chose de manière assez soft. Oui, il peut servir à pas mal de choses finalement. Oui, hein, on est d'accord. Exactement. Il peut s'introduire un peu partout. Voilà. Et donc on a même pu jouer
tous les deux. Enfin, moi, je me suis introduit en elle pendant qu'elle avait aussi le plug. Et donc, je ne voyais pas très bien comment je pouvais l'anticiper au départ en me disant, tiens, avec ce trépied, parce qu'il est sur un peu un tripode pour se poser, est-ce que ça va gêner? Mais pas du tout. C'était très... Ah oui, et là, évidemment, pour une femme, ça peut faire des sensations très différentes, nouvelles et pas inintéressantes du tout. Voilà, même pour un homme, d'ailleurs, pour le partenaire, c'est aussi... oui, parce que du coup, vous sentez un peu la vibration de par la paroi du rectum. D'accord, bah écoutez, je vois que vous avez bien fait votre travail, David. Vous l'avez testé. Hein. Je vois ça, hein, félicitations, vraiment. Vous aurez droit d'en tester d'autres, parce que vous faites bien... Parfait. Quelle note vous lui donnez en finale alors? Je donnerais un de 7, justement sur le bémol sur les notices ou l'accompagnement. Alors je conçois que dans la logique du développement durable, on ne met pas plein de papier à l'intérieur, mais d'avoir un QR code avec... oui, voilà, c'est vrai, vous avez raison. Ça serait pas mal. Oui, c'est vrai, il faut déjà avoir une bonne vue, puis ensuite, en effet, il n'y a pas grand-chose. Hein, et surtout pour des gens comme nous, novices. On découvre, donc ça peut... ça sera un bon accompagnement et au vu de la qualité du produit. Mais voilà, je vais me renseigner, peut-être que sur le site ruedesplaisirs.com, on trouve les modes d'emploi des différents mais comme un mode d'emploi presque ergonomique ou sympathique, vous voyez, c'est pas simplement la notice en petit caractère, c'est plutôt l'usage, les jeux, etc., le nettoyage, quel type de produit ou pas, etc. Voilà. Oui. Bah, au moins, ça vous a permis de tester, de vous amuser. Enfin, il y a quand même un vrai mode d'emploi. Hein, Oui, mais il est petit. Oui, faut le dire. Et puis, il est très technique. Oui, bien sûr qu'il y a un certain nombre de précautions qui sont dites, qui me semblent assez naturelles. Donc, c'est plutôt dans un usage plutôt même récréatif, vous voyez, plutôt que normatif. Là, on a un mode d'emploi normatif. Écoutez, c'est votre droit, vous donnez 7 sur 10. On est d'accord. Merci David. En tout cas, ce plug anal vibrant connecté Game Changer noir de la marque Satisfyer, vous pouvez vous aussi vous le procurer sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Demain, on sera avec Yves-Alexandre Talman. Je sais que certains sont très fans d'Yves-Alexandre Talman, psychologue spécialiste en développement personnel. Et on essaiera de comprendre pourquoi on se rend malheureux. Hein. Il y aurait peut-être des personnes plus aptes à être heureuses que d'autres. Ce sera notre sujet demain. Vaste programme. Et tout de suite, on revient aux douleurs masculines avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, racontez-nous. Alors, moi, c'est pas de douleur particulière, c'est plutôt un problème éjaculatoire qui, en fait, au cours du coït, je n'arrive pas forcément à l'éjaculation. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est un problème vasculaire, si c'est autre chose qui peut faire que ça coince à ce niveau-là. Alors, à des moments, j'ai pas eu une érection formidable, et puis le sperme coule comme ça. Et à des moments, je suis en grosse érection, et j'arrive pas jusqu'à l'orgasme et l'éjaculation, quoi. Voilà. Et lors de masturbation, vous y arrivez sans problème? Ça dépend, oui, j'y arrive, mais c'est pas... c'est pas si simple que ça non plus. Voilà, des fois, c'est pas une grosse érection, et puis j'éjacule. Et puis à des moments, j'ai une très belle érection, et puis j'ai un orgasme, je sens que la pression monte et que ça fonctionne super bien, quoi. Quel âge avez-vous? 60 ans passés. Et depuis combien de temps avez-vous ce souci? Je vais dire 5 ans, 5-10 ans. D'accord. Donc déjà depuis pas mal de temps. Et vous avez des maladies particulières? Non, aucune. Pas de diabète par exemple, de choses Non, non, ni diabète, ni cholestérol, ni rien du tout. Alors l'éjaculation, c'est un phénomène très 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 complexe. Alors pour le coup, c'est pas extrêmement vasculaire. C'est vraiment une question neurologique, aussi une question d'organes associés à l'accumulation
de sperme dans les vésicules séminales et d'évacuation de ces vésicules séminales. Là encore, ce sont mes collègues urologues qu'il faut consulter pour ce problème. Ils vous feront bénéficier de questions d'abord et puis d'examens pour, comme toujours, pour comprendre par quel mécanisme vous avez cette gêne. Je suis allé voir un urologue. Oui, que vous a-t-il dit ? J'ai vu un urologue, donc il m'a dit que j'avais une hypertrophie de la prostate. Oui. Bon, il m'avait donné un médicament, là, le Tamsulosin, ou je sais plus quoi, là. J'ai pas senti de grande différence entre le truc. Le fait, je ne vais pas uriner tout le temps, donc ça m'a pas changé. Je suis pas toutes les 5 minutes à aller uriner, donc j'ai pas ce problème-là. Et c'est vrai que ça m'a pas changé la vie. Et lui, il m'a changé après le traitement un autre. Et puis j'ai dit, celui-là, il me pose problème parce que bon, du coup, j'avais plus du tout d'érection, j'avais plus rien. Donc j'ai dit, moi ça va pas, ça j'arrête. Bon, il me dit, ok, pas de problème. Bon, voilà. Vous ne prenez pas de médicaments, pardon de vous interrompre, autres que ceux qui vous ont été donnés. Pas d'antidépresseurs, par exemple? Non. Non, parce qu'on sait que ce sont des médicaments qui retardent ou même suppriment Non, je n'ai pas d'antidépresseur. Je prends aucun médicament. Non, c'est vrai. Je prenais qu'à une époque ce Tamsulosin, là. Et bon, après, j'ai arrêté parce qu'il m'a mis un autre médicament qui lui, ne me convenait pas, quoi. J'étais pas bien, quoi. Mais ce qui est curieux dans votre cas, à la limite, avoir du mal à éjaculer, c'est quelque chose qui peut arriver sans qu'il y ait de maladie particulière, qui peut être due à d'autres causes plus psychologiques. Mais enfin, ce qui est curieux, c'est que vous ayez parfois des éjaculations alors que vous n'êtes même pas en érection totale. Oui, ça coule. Enfin, l'autre jour, j'étais avec ma femme, je l'ai caressée et tout. Moi, j'avais une bonne érection et tout. Bon, elle a eu un peu de mal, plus à démarrer. Bon, on a fait ça, mais au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, moi, j'ai l'impression que j'ai l'érection qui est moins bonne. Je me suis touché et j'ai vu qu'en bout du gland, c'était mouillé, le liquide avait un peu coulé, quoi. Oui, mais c'est peut-être pas une éjaculation, c'est peut-être juste un liquide séminal, oui. Je sais pas. Parce que vous avez peut-être, vous savez, il y a des hommes qui ont beaucoup de liquide séminal quand ils sont un peu excités ou quand ils sont un peu en érection, qui est une sorte de lubrification naturelle, non ? Enfin, je sais pas. Oui, absolument. Vous avez toujours eu une tendance justement à mouiller un peu, si je puis dire, Rémi ? Non, je me rappelle pas que ça coulait tant que ça avant, quoi. C'est pas un souvenir qui m'est marqué, ça, non, franchement. Et vos érections le matin sont changées ou de bonne qualité ou pas? Ça dépend des matins. Il y a des matins c'est bien, il y a des matins c'est moins bien. Mais avec la soixantaine, c'est normal, je pense. Ça dépend. Ça dépend. S'il n'y a plus beaucoup d'érections le matin, il faut consulter pour ça. Parce que ça peut révéler d'autres problèmes de santé. D'accord. En particulier et il faut consulter qui de préférence? Il faut consulter un médecin qui s'intéresse à ces questions. C'est-à-dire un sexologue ou un urologue? De plus en plus d'urologues font le lien entre troubles de l'érection et risques cardiovasculaires maintenant. Il y a une vraie prise de conscience. Mais ça peut être aussi un certain cardiologue aussi commence à réaliser que c'est quelque chose d'important. Non, un cardiologue, j'en ai vu un il y a 2 ans. Depuis ça a peut-être changé, mais bon. Non, mais si vous avez vu puisque vous dites que ça fait quand même pas mal de temps que ça marche comme ça, donc c'est pas un problème de cœur visiblement. Mais c'est vrai qu'il y a, si vous n'êtes pas avec des érections tous les matins, il peut y avoir quand même quelque chose à comprendre d'ordre général, oui. Et votre envie sexuelle est forte ou est-ce qu'elle vous semble diminuer? Est-ce que... Ah non, justement, j'en ai envie souvent, quoi. Oui, d'accord. J'en ai envie souvent. Bon, après, c'est vrai que c'est pas fait souvent.
parce que bon, c'est comme ça, quoi. Mais bon, voilà, c'est... Moi, c'est vrai que j'en aurais plus envie que ça, quoi. Que ce qu'on le fait. Oui, mais ce qui est curieux dans votre cas, c'est que quand vous dites que ça coule, en même temps, vous n'avez pas l'air d'avoir un orgasme réellement. Ah non, ça coule là. Je vous dis, l'érection était là. Bon, après, j'ai senti que ça diminuait, donc je me suis dit, tiens, c'est plus en érection, et j'ai touché. Bon, j'ai senti que ça coulait par le. Oui, par le méa urinaire. Bon, oui. après, j'ai recaressé ma femme, je lui ai tenu un peu un tour, je me suis un peu caressé, et donc c'est reparti et tout. Et puis bon, après. Ça a duré un moment, mais je n'ai pas pu arriver à l'éjaculation. Mais c'est pour ça qu'on peut, enfin, ça mérite quand même, je pense, un véritable diagnostic, parce qu'il pourrait y avoir en effet quelque chose qui fonctionne plus si bien que ça, et donc c'est important de savoir pourquoi. Donc je crois qu'en effet, il vaut mieux aller consulter Rémi. Bon, faut que je vois un urologue ou un sexologue. Alors, ou un sexologue, les sexologues sont précieux, hein, mais c'est plus sur la construction de la relation sexuelle. Si vous allez voir un sexologue, il faut qu'il soit médecin. Oui. Vous voyez, il ne faut pas aller voir un thérapeute qui serait sexologue, qui serait donc sexothérapeute, parce qu'on n'a plus le droit de dire sexologue s'il n'est pas médecin. Vous voyez la différence? D'accord, ok. Hein, un sexologue, médecin, ou urologue, ou andrologue. Ou andrologue, oui, voilà. Absolument. Merci, d'accord, Rémi. ok, bon. Ok, je vous remercie. Bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir. Et on va conclure dans un instant avec Luc, qui réagit au témoignage que nous avons eu tout à l'heure de Chantal, de cet homme qui avait des douleurs lors d'éjaculation. On va peut-être en savoir un peu plus. Et merci Luc de participer à cette émission. On se retrouve dans un instant. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire et auteur de ce guide de l'impatient aux éditions Bouclis. Si ça vous intéresse, c'est un livre à commander sur Internet. Alors, je précise peut-être pas pour vous, évidemment, Eric Haller, vous n'avez pas la mémoire qui flanche, mais pour ceux qui n'étaient peut-être pas à l'écoute à 15h, nous avons eu Chantal qui s'inquiétait parce que son compagnon, donc, lors des éjaculations, avait des douleurs assez forte et persistante. Voilà. Et donc, Luc, vous réagissez au témoignage de Chantal. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Et merci de cette collaboration, Luc. Eh ben, merci à vous déjà, parce que ça vous aidez beaucoup de gens, vous ne pouvez pas savoir. Et puis moi-même, j'entends des sujets dans lesquels je n'ose même pas poser la question. Et du coup, ça tombe comme par hasard. Vous parlez du même sujet qui me préoccupe déjà. Et vous m'avez, moi, déjà aidé beaucoup. Tant mieux, je suis ravie. Eh bien, à votre tour d'aider, alors, Luc, on vous écoute. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs. Eh bien, moi, j'ai eu un problème, enfin, depuis ma maturité, et j'ai eu une très grande douleur au moment de l'éjaculation, et j'ai consulté dans un autre pays, dans le monde, et ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, arrivé ici en France en 2009, j'ai consulté un neurologue, il a constaté tout de suite que c'était une rétractation du conduit urétral. Il avait un autre nom pour ça, et finalement, après, il m'a simplifié la chose, il m'a dit ça. Et finalement, c'était ça, en fait. Il m'a expliqué comme quoi, quand on urine, c'est liquide, c'est fluide, et ça sort. Et comme quand c'est le sperme, c'est beaucoup plus épais, et ça a beaucoup de mal à sortir. Et c'était ça le problème. D'accord, vous aviez un sperme un peu épais, ce qui fait que quand ça sortait, ça vous faisait mal. Intéressant, voilà, hein. Le tuyau d'évacuation, si je puis dire, était un peu rétréci. Beaucoup même, d'après ce qu'il m'a expliqué. Et de là, il m'a expliqué que comme quoi c'est un problème qui peut venir de la naissance. C'était mon problème, j'imagine, parce que j'ai connu dès que j'ai commencé à avoir des rapports, oui. Enfin, la masturbation, j'imagine aussi. Voilà. Et il m'a expliqué aussi que comme quoi ça peut venir avec l'âge chez les gens, et la conduite elle peut rétrécir, et puis ça peut être une maladie comme ça, et ça s'opère. Et c'est pas si compliqué que ça. Je me suis fait opérer, ou 2 mois après, c'était bon quoi, et puis voilà. Donc on a fait quoi? On a élargi le tuyau, si je puis dire. Exactement. Toujours des questions de plomberie, hein. Oui. Ouais, vous n'êtes pas loin, ouais, c'est bien ça. Ouais.
Absolument. Écoutez, votre témoignage est d'abord très encourageant pour ceux qui souffrent de ce problème. Et puis vous mettez l'accent sur quelque chose de très important qu'on avait dit, mais sûrement pas suffisamment. Et donc c'est bien de bien expliciter tout ça. Bon, et puis Bravo. on termine par une note positive. Ça veut dire que nous avons quand même de bons urologues en France, capables d'écouter le patient et de trouver la solution. Tout à fait. Eh bien, moi j'ai consulté 3 dans un autre pays. Et enfin 3, ils m'ont donné des médicaments, ça a rien fait quoi. Ouais. Et à chaque fois ça revenait. Et ici en France, je peux vous dire que l'urologue, ça a duré 3 minutes sa consultation. Il m'a dit je vous opère et si vous êtes disponible la semaine prochaine. Je dis pardon, je dis d'accord. Pourquoi? C'est là qu'il m'a expliqué. Du coup, c'était vraiment, je confirme que c'était vraiment. Mais il a fait le diagnostic sans vous faire de Doppler, rien? Ah si, il a regardé, oui, il a regardé, oui. Mais il n'a rien fait d'autre, il a regardé, ça a duré 3 minutes, il a regardé, on m'a dit vous avez une rétractation, on opère pour ça, et voilà, et puis si vous êtes disponible la semaine prochaine. Et d'ailleurs, j'allais partir en voyage, j'ai tout annulé pour me faire opérer pour ça. Écoutez, merci vraiment de votre témoignage. Alors j'ai une question extrêmement indiscrète, vous avez un très très léger accent, de quel pays êtes-vous originaire? Tunisie. Tunisie? Et vous, alors il y a la médecine tunisienne et la chirurgie tunisienne sont toutes les deux d'excellente qualité. J'ai eu beaucoup d'élèves tunisiens et c'était des gens extrêmement brillants et je sais qu'en Tunisie aussi la médecine est de très bonne qualité. Et en France, alors je crois qu'on a le droit de dire que la chirurgie française fait partie de l'excellence française. C'est dommage que peut-être on ne la mette pas assez en exergue. En tout cas, c'est ce que je pense. Il n'y a pas que le fromage, il n'y a pas que l'industrie de luxe, même si ce sont deux domaines extrêmement importants. C'est du luxe de ne plus avoir mal quand on éjacule. C'est un artisanat et c'est un artisanat d'excellence. Et je dis ça parce que il faut que la France continue à enseigner les chirurgiens de tous les pays comme elle l'a fait pendant très très longtemps. Et il faut vraiment continuer cette très grande tradition de la chirurgie française qui s'exprime aussi à l'Académie de chirurgie. Alors ça me permet, si vous le permettez, bien sûr, Brigitte, de dire que tout le monde peut regarder les vidéos, les retransmissions des séances de l'Académie de chirurgie en allant sur le site de l'Académie de chirurgie, qui est remarquable. J'ai l'honneur de faire partie de cette compagnie, et qui est absolument remarquable et qui veut justement diffuser toutes ces informations et la rendre accessible au plus grand nombre. Puisqu'on est dans les questions indiscrètes, Luc, je vous la pose aussi. Ça a été remboursé par la Sécurité sociale ? Oui. Ah formidable. Donc on prend en compte le plaisir. Ça fait partie de. Moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle aussi. Oui, ça je dis pas, mais je reprends le monsieur, enfin je sais pas comment il s'appelle. Eric Allaire, il s'appelle le monsieur qui est avec moi. Eh bien écoutez, je reprends monsieur Eric. Et oui, en Tunisie, on a des super médecins, on a des médecins vraiment connus dans tout le monde entier et tout, si vous voulez. Mais moi, en fait, si vous voulez, ces médecins-là, on les a. Ils sont chez les privés ou dans les cliniques. Et moi, avec ma chance, là-bas, j'ai dû consulter dans un hôpital. Je suis pas tombé sur les meilleurs non plus. Donc, on a des super bons médecins, mais ils sont au privé ou encore les cliniques. Dans les hôpitaux, ça reste spécial. Ah, la santé. Et la santé, le rapport avec l'organisation générale d'un pays. C'est un sujet très français, vous savez, actuellement, malheureusement. Oui, exact, oui. Donc voilà. Non, mais ce qui est certain, et je pense que c'est en ce sens que vous témoignez, Luc, ce qui est certain, c'est qu'on est peut-être dans un des pays du monde où on a le plus facilement accès, quelles que soient nos conditions financières, à une médecine, à la médecine de pointe. Enfin, je veux dire, on est quand même... Enfin, on peut critiquer la France sur certains points, mais enfin, quand même, on peut faire un peu cocorico, non ? On regarde ce qui se passe dans le monde, oui. Après, la question, c'est le présent déjà et l'avenir. Oui, non, mais il faut être vigilant parce qu'il y a des choses qui se dégradent. Je suis bien d'accord. Et je crois qu'on est tous conscients qu'il y a des choses qui se dégradent. Mais enfin, bon, on est quand même. Enfin, Luc, le témoignage de Luc, il est quand même vraiment intéressant. Donc là, c'est quand même en tout cas, c'est une information intéressante. Ce qui ne veut pas dire que tout homme qui aurait des douleurs lors de l'éjaculation, ce serait dû à un tuyau trop étroit ou à un sperme trop
répéter. Encore une fois, c'est un diagnostic. C'était le cas pour Luc, c'est le cas peut-être pour d'autres qui nous écoutent, mais c'est pas parce qu'il y a la douleur au moment de l'éjaculation que c'est forcément ce diagnostic. Et non, comme toujours, face à un symptôme, eh bien, il faut rechercher les différentes causes possibles et il y en a souvent. Et j'imagine, Eric Haller, que face aux symptômes que raconte le patient, la manière dont il le raconte et les détails qu'il donne va permettre un diagnostic plutôt dans un sens ou dans un autre. Oui, et surtout, pour le praticien, ce qui est extrêmement important, c'est de prendre le temps d'écouter le patient et l'écouter de manière active, c'est-à-dire lui faire donner toute l'information finalement très riche qu'il a à travers ses symptômes. Donc il faut l'écouter, il ne faut pas considérer qu'un symptôme n'est rien, il est toujours le signe de quelque chose. Absolument, par définition. Une douleur, c'est toujours un signe qu'il faut prendre en compte. Et peut-être que je peux, pour conclure, Eric Haller, dire aux hommes qui nous écoutent, et aux femmes d'ailleurs, quand vous avez des douleurs, justement, notez bien à quel moment, comment, ayez le plus de détails précis des moments où vous avez ces douleurs pour bien décrire votre symptôme. Absolument. Et voyez un médecin qui est très curieux et qui pose beaucoup de questions. Exactement. Merci Luc, en tout cas, de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci à tous. Merci à vous, Eric Haller. Et puis je rappelle le titre de ce livre qu'on trouve sur Internet, Guide de l'impatient aux éditions Bouclis. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir et nous serons donc demain avec Yves Alexandre Talman. Merci.